L'intention de la communication non violente, telle que définie par Rosenberg, c'est créer une qualité de relation avec soi-même et avec les autres, qui permettent de satisfaire les besoins fondamentaux de chacun de manière harmonieuse et pacifique. Dans la communication violente, selon cette vision, les émotions ressenties font partie intégrante de la communication. Il faut donc les prendre en compte et non pas les nier ou faire comme si elles n'existaient pas, puisque nier ou refouler les émotions, c'est courir le risque qu'elles parasitent la relation de communication. En général, en fonction des théories, on dit qu'il y a 4 émotions de base et on peut en rajouter 2. Et chaque émotion a un message à faire passer à celui qui la ressent. À votre avis, quelles sont les 4 émotions de base? C'est ce qu'on va voir maintenant. Je vous laisse réfléchir encore quelques secondes. Alors vous avez d'abord la peur, la colère, la tristesse et la joie. Et puis on peut rajouter à ces 4 émotions de base, mais le dégoût et la honte. Donc au niveau de la peur, elle est déclenchée par une menace. Le comportement instinctif qui va suivre cette menace, c'est la fuite, ou la tendance à la fuite. Le message que la peur veut nous faire passer, c'est voilà ce qu'il peut se passer si tu ne fais rien. Et derrière toute émotion et le message qu'elle nous envoie, il y a en fait un besoin qui est rencontré dans le cas de la joie ou qui n'est pas rencontré dans le cas des autres émotions. Et donc le besoin non rencontré dans le cas de la peur, c'est la protection, le besoin de protection. Au niveau de la colère, elle est déclenchée par un obstacle. Le comportement qu'elle induit, c'est une attaque ou une réaction. Le message que la colère veut nous faire passer, met ta limite, ou tes limites ne sont pas respectées, ou alors dépasse l'obstacle que tu rencontres. Le besoin qui n'est pas rencontré et qui nous fait éprouver de la colère, c'est le fait qu'on n'a pas fixé nos limites ou que les limites fixées ne sont pas respectées par l'autre. Et c'est aussi un besoin de réparation. La tristesse, elle est déclenchée par une perte. Le comportement induit une tendance au repli sur soi. Le message envoyé par la peur, c'est avance, reconstruis-toi, passe à autre chose, tourne la page. Donc c'est le constat d'une perte, d'une séparation et de l'acceptation de cette perte. Le besoin, c'est un besoin de compréhension, ou d'être compris par les autres face à la perte qui est vécue. La joie, le déclencheur, c'est un événement positif. Le comportement, c'est un comportement d'approche, approche de l'autre, il faut entendre. Le message que la joie nous envoie, c'est voilà, ton choix est confirmé, ton action a été la bonne, tu as pris la bonne direction. Et le besoin derrière la joie, c'est un besoin de partage, de communication. Le dégoût est déclenché par un élément qui amène de l'aversion. C'est un comportement de rejet que le dégoût implique. Donc le message, c'est un message de nocivité. Cela n'est pas bon, attention, ou cela n'est pas sain pour toi. Et le besoin, c'est un besoin de fuite, de se mettre à l'abri. Enfin, la honte, elle est déclenchée par l'humiliation, les moqueries. Elle induit un comportement d'isolement, de repli sur soi. Le message, c'est libère-toi du regard ou libère-toi du jugement de l'autre ou de ton propre jugement sur toi-même. Et le besoin, c'est un besoin de restaurer l'estime de soi ou de se réaligner avec ses valeurs. Voici donc pour les 4 émotions de base, la peur, la colère, la tristesse, la joie, auxquelles on a ajouté le dégoût et la honte. Alors les émotions, on peut les identifier via des sensations corporelles qui sont instinctives, réactives, qu'on ne maîtrise pas. Et ces sensations sont des bons indicateurs de l'émotion. Dans le cas de la colère, sur l'illustration ici, vous voyez que l'énergie se trouve principalement dans le haut du corps, de la silhouette.
là où les couleurs sont jaune, orange, rouge. Pourquoi? C'est parce qu'il y a énormément d'énergie qui est libérée par l'adrénaline dans le cas de la colère pour nous permettre d'agir, de réagir physiquement. Le sang afflue notamment vers les mains, il y a une volonté de frapper ou de s'emparer d'une arme, vers le haut du corps, au niveau des épaules et puis au niveau du visage, notamment les mâchoires peuvent être serrées. Dans le cas de la peur, le sang afflue vers les muscles qui commandent le mouvement du corps pour la fuite, les jambes, mais le corps peut aussi être paralysé pour réfléchir. Donc c'est ce qui explique la coloration plutôt de la partie haute du corps et un petit peu des pieds. Le dégoût. Dans le cas du dégoût, on a des sensations au niveau du système digestif et de la gorge. Une expression faciale de dégoût, et donc on peut avoir les narines qui se ferment, la bouche qui a envie de recracher cet aliment qui est toxique. Donc ce qui explique que c'est de nouveau le haut du corps et au niveau des mains qui est davantage parcouru par l'énergie. Au niveau de la tristesse, comme on a vu que le comportement en réaction à cette émotion est plus un comportement de repli sur soi, il y a très peu d'énergie, c'est plutôt une perte d'énergie, donc un affaiblissement de l'activité des membres, une chute d'énergie, d'enthousiasme pour rester chez soi en sécurité, ce qui explique que la silhouette ici est majoritairement bleue, excepté au niveau du cœur, qui dans le cas de la tristesse est aussi impacté, et au niveau du visage, dont les traits peuvent marquer très fort la tristesse. Alors au niveau de la joie, vous voyez que toute la silhouette est colorée, il y a vraiment une activation de l'énergie dans tout le corps, une augmentation de l'activité du corps, ça traduit l'enthousiasme qu'on peut avoir envie de partager, les sentiments négatifs sont inhibés, on peut aussi avoir un état d'apaisement ou de repos en fonction de l'intensité de la joie. Donc les sensations physiques sont vraiment un bon indicateur des émotions. C'est une façon de les identifier, sur laquelle se reposer. À quoi servent les émotions? Les émotions, elles existent depuis tout le temps chez l'humain, parce que c'est un signal, et c'est un signal qui aide à la survie. L'émotion consiste en une réaction interne, naturelle, physiologique, face à une situation extérieure. Alors il faut savoir que l'émotion a une durée de vie très courte, elle dure quelques secondes, quelques minutes au maximum, et elle connaît un pic, et une fois que le pic est atteint, elle diminue jusqu'à s'éteindre. Si l'on laisse ce pic se dérouler, on va laisser l'émotion s'éteindre et on ne va pas commencer à ressasser ou rester bloqué dans son émotion. L'émotion, puisqu'elle est un signal, on l'a vu, elle va générer une réaction extérieure, que ce soit une action, un comportement, une parole. Donc l'émotion influence nos comportements, nos choix, nos perceptions, d'où l'importance d'en être conscient, puisqu'elles ont vraiment une influence importante. Les émotions sont donc un guide à écouter pour orienter nos actions et pour sortir de la réaction automatique. Les émotions ne sont en aucun cas un défaut ou une faiblesse. L'émotion est aussi l'expression d'un besoin, on l'a vu, et elle nous indique si le besoin est satisfait ou n'est pas satisfait. Un élément important à prendre en compte, c'est que l'autre avec qui je suis en relation et par rapport auquel je peux éprouver une émotion, il n'est pas responsable de mon émotion ni de mon besoin. En fait, il n'est que le stimulus du déclenchement de mon émotion. Et donc, si le besoin est satisfait, l'émotion sera de la joie. Si le besoin n'est pas satisfait, l'émotion sera un peu plus désagréable et il s'agira alors de colère, de peur, de tristesse, de dégoût et de honte. Vous avez ici un petit schéma qui montre de manière ludique cette question de besoin caché derrière les émotions et du fait que l'autre n'est que le stimulus de mon émotion. Vous avez à gauche de l'image le petit enfant loup qui joue de la trompette.
assez fortement, juste dans les oreilles de son parent. Donc ça, c'est le stimulus de départ et qui est perçu par le parent. En fonction du besoin qui habite le parent à ce moment-là, il peut avoir une réaction et donc une émotion différente. Premièrement, s'il est dans un besoin de calme, de repos, parce qu'il a eu une journée difficile, par exemple, il peut éprouver de l'exaspération, de l'énervement, de la colère, en se disant « mais qu'est-ce qu'il est fatigant ce gosse, il m'énerve, j'ai juste besoin de calme ». Donc voilà, c'était son besoin de calme. S'il a, au contraire, ce parent a besoin de contribuer au bien-être de son enfant, il va pouvoir ressentir de la joie en se disant il a vraiment l'air de s'éclater avec le cadeau que je lui ai offert, c'est très chouette. Si enfin le parent est dans un besoin d'amusement, il peut être tout excité et se mettre à chanter en entendant la trompette. Donc c'est un petit schéma qu'il est important de garder en tête pour vraiment prendre conscience que nos émotions, elles nous appartiennent, elles ne sont pas créées par l'autre, l'autre n'est qu'un stimulus. Et les émotions vont varier en fonction de notre besoin à ce moment-là. Petite définition des besoins selon la communication non violente. Mais les besoins, ce sont des moteurs d'action, donc des forces motrices innées qui nous poussent à agir de manière à soutenir la croissance et l'épanouissement de la vie. Et il y a 7 critères selon la CNV pour définir un besoin. Un besoin, il est universel, il n'a pas de forme spécifique, il est détaché d'une personne en particulier, il est détaché d'un moment ou d'un lieu en particulier, détaché d'un objet en particulier, détaché d'une action en particulier. Et surtout, on va le voir, ce sera important pour la suite, il y a 36 000 moyens possibles, et bien plus encore pour nourrir un besoin.